Le 27 avril 2026. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi atterrit à Saint-Pétersbourg. Il s'assoit face à Vladimir Poutine. Et quelques heures plus tard, le Kremlin confirme quelque chose que la plupart des médias n'ont pas vraiment analysé. L'offre russe de prendre en charge l'uranium enrichi iranien reste sur la table. Et on n'a pas agi dessus. 4 mots. Mais ces 4 mots révèlent le blocage géopolitique le plus important de ce conflit. Et dans cette vidéo je vais te l'expliquer exactement. Pas avec des opinions. Avec les faits. Commençons par le cœur du problème. Parce que pour comprendre pourquoi cette réunion à Saint-Pétersbourg est importante, il faut d'abord comprendre une seule chose. Donald Trump lui-même a dit que la question de l'uranium représente 99% de l'accord avec l'Iran. Pas 50%. Pas 80%. 99%. C'est sa formulation. Pas une interprétation. Ce chiffre résume tout. Chaque négociation. Chaque cessez-le-feu. Chaque canal diplomatique. Tout revient à une seule exigence non négociable de Washington. L'Iran doit se débarrasser de son uranium enrichi. On parle de quoi exactement ? D'environ 440 kg d'uranium enrichi à 60%. Un matériau qui peut être porté au niveau militaire en quelques semaines. Suffisant pour plusieurs armes nucléaires. C'est la condition centrale. La seule qui compte vraiment. Et maintenant voilà le paradoxe que personne n'explique clairement. Il existe une solution à ce problème. Une solution qui a déjà fonctionné. Une solution opérationnelle avec une infrastructure existante. Et cette solution a été rejetée par Washington. Revenons en arrière. Parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. Sous le JCPOA, l'accord nucléaire dont Trump s'est retiré en 2018, la Russie jouait déjà exactement ce rôle. L'Iran avait transféré une partie significative de ses réserves d'uranium enrichi vers la Russie. Gérée par Rosatom. Stocké. Traité. Supervisé sous contrôle international de l'AIEA. Et ce système a fonctionné. Aucune violation grave. Aucun détournement de matériaux. L'AIEA a vérifié le respect des engagements pendant 3 ans. L'accord a fonctionné exactement comme prévu, jusqu'à ce que Washington s'en retire unilatéralement. C'est pour ça que quand Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, déclare aujourd'hui que la Russie est le seul pays ayant une expérience positive dans la gestion de l'uranium iranien, il n'est pas en train de faire de la promotion pour la Russie. Il expose un fait documenté et vérifiable. Ce n'est pas une proposition théorique. C'est la répétition d'un système qui avait déjà réussi. Alors pourquoi Washington a rejeté cette offre ? Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. La réponse officielle de Washington, c'est la non-prolifération. La méfiance envers la Russie. Des préoccupations légitimes sur le contrôle du matériau. Mais les sources américaines révèlent autre chose. Axios l'a confirmé en mars 2026 sur la base de sources gouvernementales directes. La vraie préoccupation de Washington, c'est que permettre à la Russie de prendre et de traiter l'uranium iranien renforcerait la position de Moscou sur le marché mondial de l'énergie nucléaire. La Russie via Rosatom contrôle déjà une part significative de l'enrichissement mondial d'uranium et de l'approvisionnement en combustible nucléaire. Si elle prend le stock iranien et le réintroduit potentiellement sur le marché mondial, c'est une influence supplémentaire pour Moscou en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Pour les États-Unis qui ont passé des années à tenter de réduire la dépendance aux services nucléaires russes, c'est une perte stratégique réelle. Ce calcul est cohérent. Mais voilà le problème qu'il crée. En rejetant la Russie comme gardien de l'uranium, les États-Unis exigent en pratique que l'Iran livre son uranium via un canal alternatif. Mais ces canaux alternatifs n'existent pas vraiment. Il est extrêmement improbable que l'Iran livre son uranium directement aux États-Unis. Il est tout aussi peu probable qu'il le confie à des alliés américains comme la France ou le Japon. Et l'idée de détruire l'uranium à l'intérieur de l'Iran exigerait un niveau de coopération et de confiance qui n'existe pas. Ce qui crée un paradoxe complet. Les États-Unis veulent que l'uranium parte. La Russie offre une façon approuvée et historiquement prouvée de l'éliminer. L'Iran est prêt à en parler. Mais à cause de qui contrôle la solution et non de ce que la solution obtient, l'accord stagne.
Et c'est exactement dans ce contexte qu'il faut lire la réunion du 27 avril à Saint-Pétersbourg. Araghchi ne monte pas dans un avion pour une visite diplomatique de routine. C'est un signal calculé. L'Iran dit en substance, si les États-Unis n'acceptent pas la Russie comme solution, nous parlerons directement avec la Russie quand même. Et il faut comprendre que depuis janvier 2025, l'Iran et la Russie ont signé un traité de partenariat stratégique de 20 ans. L'un des cadres bilatéraux les plus complets entre ces deux pays dans l'histoire moderne. Couvrant la coopération économique, la coordination militaire, l'alignement politique profond. Araghchi n'entre pas dans cette salle comme un négociateur cherchant de l'aide auprès d'un étranger. Il arrive comme le représentant d'un partenaire de traité en train de coordonner la stratégie avec une puissance alignée. Maintenant ajoutons la Chine à cette équation. Parce que ce que Pékin ne dit pas est aussi important que ce que dit Moscou. Avant même qu'Araghchi monte dans son avion pour Saint-Pétersbourg, il a appelé Wang Yi. La Chine avait une visibilité précoce sur la pensée iranienne avant les autres acteurs. Et le 24 avril, 3 jours avant la réunion de Saint-Pétersbourg, la Chine et la Russie ont tenu des conversations avec l'AIEA précisément sur le programme nucléaire iranien. Cette séquence n'est pas aléatoire. Elle suggère une coordination planifiée avant l'action. Et pourtant la Chine est restée publiquement silencieuse. Aucune déclaration sur la visite. Aucune réaction à la proposition d'uranium. Aucune position publique. Mais ce silence ne doit pas être confondu avec une absence. La Chine continue d'acheter du pétrole iranien à prix réduit. Ce qui donne à Téhéran un répit économique et lui permet de ne pas être pressé dans les négociations avec Washington. La Chine façonne l'environnement sans se mettre sous les projecteurs. Elle est présente sans sembler présente. Et voilà ce que ça produit concrètement pour l'économie mondiale. Pendant que ce blocage diplomatique dure, l'uranium enrichi de l'Iran reste en Iran. Sans résolution. Sans changement. Ce qui signifie que la campagne de pression continue. Que l'instabilité sur les marchés énergétiques mondiaux persiste. Que les prix du pétrole restent élevés. Et que le détroit d'Ormuz, qui représente 20% du pétrole mondial, reste sous tension. Et pendant tout ce temps, la Russie bénéficie de cette instabilité. Parce que pendant le pic des tensions autour du détroit d'Ormuz, les revenus énergétiques russes ont explosé. Des centaines de millions d'euros par jour selon les rapports. Chaque jour où l'approvisionnement mondial est limité, les prix restent élevés. Et la Russie en profite. Ce qui pose une question stratégique profonde. Quel résultat la Russie préfère-t-elle vraiment ? Une résolution rapide qui stabilise les marchés et réduit ses gains exceptionnels ? Ou une situation prolongée dans laquelle elle se positionne comme le solveur indispensable tout en bénéficiant discrètement de l'instabilité continue ? La réponse honnête, c'est que la Russie gagne dans les deux scénarios. Si l'accord est accepté, Moscou devient le gardien central du matériau nucléaire iranien et gagne du crédit diplomatique. Si l'accord est rejeté, la Russie continue de bénéficier économiquement de la hausse des prix de l'énergie et politiquement de la pression croissante sur la crédibilité américaine. Et maintenant un dernier élément que les médias n'ont presque pas couvert. En parallèle de la réunion de Saint-Pétersbourg, l'Iran a présenté via des médiateurs pakistanais une nouvelle proposition aux États-Unis. L'idée est stratégiquement simple. Séparer la crise du détroit d'Ormuz du dossier nucléaire. Ouvrir le détroit immédiatement. Stabiliser les marchés mondiaux. Alléger la pression économique mondiale. Puis aborder la question nucléaire sur un chemin séparé. Ce sont deux mouvements simultanés et coordonnés. La proposition sur Ormuz, c'est l'Iran qui dit « Nous comprenons votre urgence. Nous savons que vos alliés ont besoin de stabilité. Nous pouvons vous la donner maintenant. » La visite à Moscou, c'est l'Iran qui dit « Et quand vous serez prêt à résoudre le problème difficile, la réponse est déjà construite. » Voilà la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Donald Trump a dit que l'uranium représente 99% de l'accord. La Russie propose ouvertement de résoudre ces 99%. L'AIEA peut superviser. L'Iran est prêt à en parler. La seule pièce manquante dans cette équation, c'est un oui de Washington. Si cet accord est accepté, les implications sont immédiates. Le problème central est résolu. La pression sur les routes commerciales mondiales diminue. Le chemin s'ouvre pour mettre fin au conflit.
Les prix de l'énergie commencent à refluer. Et l'économie mondiale retrouve une trajectoire moins chaotique. Si cet accord est rejeté à nouveau, les conséquences sont tout aussi claires. L'uranium reste en Iran. Le conflit continue. Les prix restent élevés. Et l'histoire commence à raconter quelque chose de très précis. L'Iran a montré sa volonté. La Russie a fourni un mécanisme qui a déjà fonctionné. Et les États-Unis l'ont refusé 2 fois. Cette narrative compte. Elle façonne les alliances mondiales. Elle influence la façon dont les futures négociations seront construites. Ce n'est pas seulement un désaccord diplomatique. C'est un déséquilibre structurel. Chaque sanction, chaque retard, chaque négociation bloquée ne nuit pas seulement à l'Iran, mais renforce aussi la position des pays qui la soutiennent. Abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je te montre comment ce blocage diplomatique impacte directement les marchés financiers et ce que ça signifie pour ton argent dans les prochaines semaines. Partage cette vidéo. Parce que comprendre qui bloque quoi et pourquoi, c'est comprendre pourquoi tu paies plus cher à la pompe ce mois-ci.